Bienvenue, Madame, Messieurs. Nous vous retrouvons pour une nouvelle livraison de votre magazine des questions environnementales et du développement durable, RDC Environnement. Le 16 septembre, c'est la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone 2021, placée sous le thème « Protocole de Montréal pour que nous, nos aliments et nos vaccins restions au frais ». Cette année, la Journée mondiale de l'ozone a pour objectif de souligner les autres bénéfices du protocole de Montréal, tels que ralentir les changements climatiques et contribuer à augmenter l'efficacité énergétique dans le secteur du refroidissement, favorisant ainsi la sécurité alimentaire. Cette journée mondiale de la protection de la couche d'ozone ainsi que les protocoles de Montréal, initialement un accord multilatéral international sur l'environnement, a permis de protéger depuis son adoption la couche d'ozone, ce qui en fait l'un des accords environnementaux les plus positifs jusqu'à présent. L'humanité a créé un trou dans son bouclier protecteur, l'ozone donc, et ces trous causés par les gaz appauvrissant la couche d'ozone sont utilisés dans les aérosols et les systèmes de refroidissement tels que les réfrigérateurs et les climatiseurs menacent et endommagent la vie sur Terre. Grâce aux efforts concertés déployés à l'échelle mondiale, le trou dans la couche d'ozone est en voie de guérison. L'élimination des milliards de centaines de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone, CO2, a un impact bénéfique pour la santé et pour le climat. La confirmation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone a conduit la communauté internationale à établir un mécanisme de coopération focalisé ou formalisé dans cette convention et est entré en vigueur le 22 septembre 1988. Ça, c'est la Convention de Vienne. Et en 2009, cette convention est devenue la première convention à être universellement ratifiée. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone qui va être célébrée le 16 septembre prochain à travers la planète. Et pour cette année, le thème, c'est donc, comme nous l'avions dit tantôt, Protocole de Montréal pour que nos biens, pour que nos vies, pour que nos vaccins et tout ce que nous avons restent au frais. Autre chose à présent, à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, la nouvelle équipe dirigeante est déterminée à apporter un vent nouveau dans la gestion du réseau d'air protégé de la République démocratique du Congo. C'est ce que l'on peut retenir en tout cas du point de presse animé vendredi 10 septembre 2021 par le directeur général ad intérim de cette institution, Olivier Moucheté, a fait la restitution de la mission de travail effectuée au parc national d'Evirunga au Nord Kivu. Voici les détails dans ce reportage signé Marlène Bassoussou et Christian Kenina. Au cours de ces tête-à-tête avec les professionnels des médias, Olivier Moucheté-Nkole, directeur général AI de l'ICCN, a révélé devant la presse tant nationale qu'internationale sa volonté de voir l'ICCN accomplir sa vision qui consiste à assurer la gestion efficace et coordonnée des réseaux d'air protégés pour la conservation durable de la diversité unique et espèces biologiques et écosystèmes de la République démocratique du Congo. Olivier Moucheté a passé en revue les travaux effectués au cours de sa mission répartie en 3 axes, à savoir la souveraineté, l'unité et la responsabilité. L'ICCN qui vise également à assurer la conservation et la gestion durable de la biodiversité dans les réseaux d'air protégés de la RDC en collaboration avec les communautés locales et les autres partenaires. Travaille afin de contribuer au bien-être des Congolais et de toute l'humanité. Pour atteindre cet objectif, la stratégie de l'Institut congolais pour la conservation de la nature met un accent sur le renforcement des capacités à tous les niveaux. Les grandes lignes de conduite que nous allons insuffler dans l'ICCN se déclinent en 3 axes fondamentaux. Donc le premier axe, c'est l'intégrité du territoire. Dans un patrimoine foncier aussi grand que celui de l'ICCN, qui représente 13,5% du territoire national,
même 22% si on prend en compte les zones tampons. Il est extrêmement important qu'on respecte les frontières de nos aires protégées. Aujourd'hui, c'est le problème numéro 1 que nous avons à l'intérieur du pays, c'est que nous avons énormément de violations de nos frontières et c'est un point vraiment prioritaire dans notre organisation. Le deuxième point, c'est de mettre l'homme au centre de notre activité. Ce problème de respect des frontières que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est essentiellement une affaire de coopération avec les communautés locales et c'est pour ça que je suis très content d'avoir mes chefs coutumiers qui sont ici avec moi. Nous devons rétablir la force de l'humain dans la conservation de la nature. Ça passe évidemment par des chemins obligés, comme par exemple celui des droits de l'homme. Nous avons eu tout récemment encore, pour ceux qui suivent l'actualité, une situation déplorable de 2 écogardes qui apparemment auraient commis des actes de viol. Donc il y a une enquête de police qui est en cours. C'est le genre d'événement sur lequel nous allons travailler pour que ça ne se reproduise plus. C'est un travail qui est à faire et donc non seulement d'avoir le concept de responsabilité sur les droits de l'homme très clair dans toutes les facettes de notre activité, mais en plus de ça et surtout aussi mettre en place des mécanismes qui permettent d'adresser correctement les plaintes auprès des autorités judiciaires ou de police. Le troisième point touche à l'augmentation de nos performances d'autofinancement. Aujourd'hui, l'Institut congolais de la conservation de la nature est très fortement tributaire d'aide au développement, ce qui le fragilise un peu dans sa gestion. Or, nous avons des capacités d'autofinancement, le premier étant tout simplement déjà l'agroforesterie, par justement l'animation de nos communautés locales. Nous avons prouvé à plusieurs exemples que c'est faisable. Évidemment, nous avons l'exemple d'Ibi Bateke qui commence à se faire connaître non seulement au Congo, mais par ailleurs dans le monde. Nous avons les exemples de Mampou, de Nsio, où il a été démontré assez clairement que l'animation agroforestière permet de générer des revenus. Si aujourd'hui, avec l'ICCN, nous réussissons à multiplier ces exemples à l'échelle nationale, on va vraiment faire quelque chose de grand. Réagissant à la question relative au choix porté sur les parcs nationaux de Virunga, Olivier Moucheté a fait savoir que c'est à travers ce parc que fut créé l'ICCN, qui assure la protection de la faune et de la flore dans les aires protégées, favorise la recherche et le tourisme dans ces milieux et gère les stations de capture et domestication des espèces. Il gère également un patrimoine naturel et culturel constitué de 8 parcs nationaux et une constellation de 70 réserves apparentées, domaines de chasse et réserves de faune couvrant une superficie de près de 13,5% de l'étendue du territoire national. Rappelons que l'agenda de la nouvelle équipe de l'ICCN prévoit plusieurs activités dans les tout prochains jours, à l'instar de la formation des éco-gardes. Actuellement, l'ICCN dispose de 3800 agents et 1800 éco-gardes sur l'ensemble du territoire national. Voilà, le parc national des Virunga, c'est donc ce joyau de la biodiversité. Et comme nous parlons de cette biodiversité, vous le savez déjà peut-être, la ville de Marseille en France a accueilli du 6 au 11 septembre 2021 le Congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Des travaux qui ont été consacrés pour réfléchir sur les actions à mener pour préserver la biodiversité tant animale que végétale pour la survie de toute l'humanité. Nous vous avons proposé la semaine dernière quelques extraits des interventions qu'il y a eu à ce congrès. Aujourd'hui, nous y revenons d'ailleurs pour explorer d'autres aspects de ce grand rendez-vous sur la nature qui a réuni chefs d'État et de gouvernement, scientifiques et autres experts et passionnés de la nature. Pour Gilbert Fousson, la nature est intimement liée à nos activités humaines et aussi aux activités économiques et financières. Le savoir, le comprendre et le mesurer est donc essentiel pour pouvoir protéger la nature. Il faut donc construire des outils, ce qui ne sera fait que si et seulement si cela est fait bien sûr ensemble et non en privé. Quelle est donc la relation entre la nature et les finances?
C'est à cette question qu'a répondu donc au cours de ce congrès mondial de la nature de l'UICN, Gilbert Fossum, président du Fonds international pour le développement agricole FIDA, que je vous propose de suivre dans cet extrait. Je voudrais ramener le débat en commençant par le nexus que nous avons établi entre la biodiversité et le climat, le changement climatique, le ramener au niveau du petit producteur. Et c'était très inspirant, Monsieur le Président, l'exemple que vous avez donné où est-ce que cette fille ou cette femme au village qui ne prend pas l'avion, qui ne prend pas la voiture et donc qui ne pollue pas, et pourtant, elles sont en première ligne au niveau de l'impact de ce changement climatique et des risques de perte de biodiversité, etc. Et ce que nous remarquons, c'est que lorsque nous prenons le financement climat en général, nous le savons, moins de 2%, je pense que c'est à peu près 1,7% du financement climat qui va à l'adaptation pour le petit paysan, pour le monde rural. Et ça, il faut le changer. Et il faut donc, au niveau des politiques publiques, au niveau aussi de la communauté internationale, réorienter le financement climat afin que nous puissions augmenter justement la portion de ce financement dédié au monde rural et aux petits producteurs qui sont les premières victimes, il faut le reconnaître. Et c'est dans ce cadre aussi d'ailleurs que nous saluons l'initiative du président et de la France lorsque nous étions à Paris au mois de janvier pour le One Planet Summit, les engagements qui avaient été pris là-dessus et nous sommes dans le processus de convertir ces engagements en action. Je le dis parce que c'est important de ne pas nous limiter à l'engagement, de ne pas nous limiter à la dénonciation, mais d'être plutôt au ministère de l'action, au ministère du financement. C'est ça qui va faire la différence en bout de ligne. Et lorsque Mme Lagarde parlait de la question de la mesure, je voudrais revenir là-dessus aussi, Mme Pompili, non seulement mesurer, mais harmoniser. Harmoniser. Présentement, nous sommes inquiets au FIDA où est-ce que chaque partie essaie de développer des méthodes, une méthodologie de mesure. Et on va finir par sortir des données qu'on ne peut pas comparer et donc qui seraient moins utilisables. Et donc, ça va être très, très important que nous puissions harmoniser les méthodes et la technique de mesure. Et s'il est vrai que ce financement en climat en général, nous parlons de plusieurs milliards de dollars, il nous faut nous rappeler que la portion justement de ce financement qui est et qui doit être dédiée à la biodiversité, il nous faut aussi nous assurer qu'il y a un minimum. Et c'est d'ailleurs pourquoi au FIDA, et après le sommet de janvier, j'avais demandé à mes équipes et nous avons donc commencé à prendre des nouveaux engagements. C'est pour ça que pour nous, je suis tout à fait content et heureux de dire que le minimum de 30% de ce financement climat va être investi dans la biodiversité. Et dans ce cadre, nous avons d'ailleurs, en 2012, le FIDA avait créé ce fonds que nous appelons ASAP, dont la totalité du financement était dédiée à l'adaptation du monde rural. Il y a eu tellement de succès parce que la demande est très forte que là, nous sommes en train de lancer le ASAP Plus pour aller de l'avant. Et dans ce cadre aussi, nous voulons nous assurer que le 30% de cette masse puisse être dédié à la biodiversité, puisque sans cette biodiversité, le monde rural ne peut pas survivre. Et le lien que vous avez fait entre l'économique, le social et l'environnemental, il est essentiel. Donc, je voudrais, en terminant, j'ose espérer que de plus en plus d'investisseurs, de plus en plus de la finance internationale puissent s'engager à mettre un minimum de 30% dans la biodiversité. Merci.
Restons encore à ces congrès pour voir à présent la synergie entre le climat et la biodiversité, en se demandant bien sûr si les agendas sont divergents ou convergents en matière de préservation de la biodiversité. Le récent 6e rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, confirme la responsabilité directe des activités humaines dans l'accélération des impacts dus au changement climatique, le rapport entre la crise du climat et celle de la biodiversité. Le Premier ministre grec, M. Kyriakos, a donné les réponses à différentes questions sur la synergie entre le climat et la biodiversité. Suivez. Excellences, Mesdames et Messieurs, cher Monsieur le maire, c'est un grand plaisir d'être présent ici avec vous tous dans cette belle ville de Marseille qui a été fondée par des Grecs il y a plus de 2600 ans. À une époque où le changement climatique n'était sans doute pas une préoccupation pressante pour nos ancêtres. Mais cette Méditerranée, cette Mare Nostrum, notre mer, est confrontée aujourd'hui à une crise. Et il faut être franc. Nous, en tant que responsables politiques, nous n'en avons pas fait assez pour éviter cette crise jusque-là et il est temps d'agir. Le plan d'action pour la Méditerranée, une mer modèle d'ici à 2030, présenté aujourd'hui par le gouvernement français, à juste titre, se concentre sur les 4 défis auxquels nous sommes confrontés pour protéger la Méditerranée. La perte de diversité biologique, la surpêche, la pollution marine en particulier par les plastiques et le transport maritime non durable. Nous appuyons ce plan d'action et nous nous engageons à devenir un champion de la mise en œuvre pleine et entière de la législation pour la conservation de la nature de l'Union européenne. La Grèce a plus de 14 000 kilomètres de côte. Nous sommes un pays dont l'histoire, la culture et l'économie, la société sont étroitement liées à la mer Méditerranée. Et en protégeant la biodiversité de notre mer, nous allons entrer dans la transition vers une économie bleue pour rapprocher les avantages d'un équilibre nouveau entre la croissance économique et la durabilité. Et il y a 6 actions que nous pouvons prendre qui sont particulièrement importantes, non seulement pour la Grèce, mais pour tous les pays du pourtour méditerranéen, me semble-t-il. Tout d'abord, nous nous engageons à atteindre l'objectif de protéger 30% de la Méditerranée d'ici 2030. Et au-delà de cette ambition d'une zone protégée de zones côtières et marines dans la Méditerranée, nous devons travailler avec la Commission pour faire en sorte que ces zones protégées ne soient pas faites des simples paroles. Nous devons créer des réseaux qui soient gérés de façon efficace de zones marines protégées. Deuxièmement, une question qui est souvent oubliée, une véritable planification de l'espace marin et une gestion côtière intégrée. Nous nous engageons aujourd'hui à donner la priorité au développement et à la mise en œuvre d'un plan spatial marin de toutes les mers grecques dans le cadre de notre plan pour la relance et la résilience Grèce 2.0. Nous allons pour cela nous appuyer sur une approche basée sur les écosystèmes dans le droit fil des zones côtières protégées de façon intégrée. Troisièmement, en ce qui concerne la pêche, la Grèce, comme tous les pays méditerranéens, est confrontée au problème de la surpêche et nous savons que cela a un impact très grave sur la diversité biologique. Nous nous engageons à réduire la surpêche d'ici 2030 en déclarant que à ce moment-là, 10% de nos mers seront des réserves de non-pêche. Donc la pêche sera interdite dans ces zones marines en 2030. Quatrièmement, la Grèce est
le plus grand producteur de l'Union européenne de bar et de dorade obtenus en pisciculture. Et nous reconnaissons qu'il faut un plan d'action pour une aquaculture durable qui permette de relever les défis tels que la planification spatiale, les frictions potentielles entre les usagers de zones marines et côtières et la pollution de l'environnement. Cinquièmement, en tant que pays qui dépend largement du tourisme, nous devons tout faire pour que l'expansion et le développement de notre secteur touristique, qui sont essentiels pour le développement économique de notre pays, ne se fassent pas aux dépens de l'environnement naturel. Et c'est pourquoi nous nous engageons à mettre en œuvre une stratégie de tourisme durable qui, de façon efficace, réduise l'empreinte environnementale du tourisme et place les considérations de la biodiversité au cœur de la planification du tourisme marin et côtier, en particulier lorsqu'il s'agit de communautés extrêmement sensibles telles que nos îles. Sixièmement, nous connaissons tous la menace que fait peser la pollution par les plastiques sur notre région et nos mers. Nous nous engageons à améliorer la qualité des eaux d'ici 2030 en réduisant de 50% les déchets plastiques et de 30% les microplastiques déversés dans l'environnement. La Grèce s'engage à devenir un champion de la mise en œuvre pleine et entière de la législation pour la conservation de la nature de l'Union européenne, ce qui, malheureusement, nous a valu un arrêt en notre défaveur de la Cour de justice de l'Union européenne récemment. Et personnellement, je m'engage que le statut de désignation de zone protégée au titre de Natura 2000 soit achevé d'ici à la fin 2022 à travers un processus inclusif et transparent. Mesdames et messieurs, voilà notre engagement ferme. Et pour ce faire, la Grèce sera présidente du plan d'action pour la Méditerranée à l'horizon 2023, en mettant la protection de l'environnement marin de la Méditerranée et de nos forêts au centre des discussions qui auront lieu au sommet EUMED à Athènes. Cette année est essentielle à la fois pour nos ambitions climatiques et pour nos ambitions en matière de diversité biologique. Nous devons déployer tous les efforts nécessaires pour que la COP26 soit couronnée de succès et pour que nous nous dotions d'un cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 qui soit véritablement ambitieux et qui constitue un jalon dans notre histoire. Et en appuyant ces ambitions de l'Union européenne pour 2030 et pour 2050, la Grèce adopte des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, y compris en modifiant notre bouquet énergétique, en améliorant notre efficacité énergétique, et nous nous engageons à fermer toutes nos centrales de lignite au plus tard en 2028. Nous allons poursuivre les interconnexions d'électricité sous-marine avec nos îles, en particulier de la mer Égée et la Crète, où nous allons promouvoir la mobilité électrique. Nous avons également lancé un plan de reboisement national et c'était déjà le cas avant même les incendies qui ont dévasté nos forêts cet été, qui ont bien montré qu'il faut améliorer notre niveau d'intervention. Nous devons être prêts aussi lorsque ces incendies se déclarent. Nous allons présenter notre première législation climatique nationale au Parlement avant la COP26 pour accélérer la décarbonation de tous les secteurs de notre économie. Ne peut pas être atteint en agissant seul. Notre ambition commune de préservation de nos écosystèmes exige une coopération étroite de tous les pays de la Méditerranée. Les fuites du carbone ou les fuites des déchets
marins seront toujours là si nous n'agissons pas de manière coordonnée. Nous partageons tous les pays de la Méditerranée, un destin commun. Et chacun de nous doit prendre part à cet effort afin d'offrir un monde plus durable aux générations à venir. Je vous remercie. Thank you very much. Je suis, pour ma part, très fier que nous ayons, durant cette année, eu à organiser deux temps forts pour la biodiversité. Le One Planet Summit Biodiversité en janvier à Paris et ce congrès l'UICN à Marseille, qui sont deux moments où on le voit bien, parce que les gens se posent toujours des questions à quoi ça sert ces moments. Ce sont des moments où on crée des alliances et où on prend des engagements. Et donc, plus on a des éléments de mobilisation comme ceux-ci, plus on accélère, en quelque sorte, la marche de notre action, la capacité à avancer et à tenir le rythme. Parce que l'urgence est là. Ça a été rappelé, ça a été dit. L'IPBES a fait ses rapports, le GIEC aussi. Maintenant, la gravité de la situation n'est plus à documenter. Mais il y a une remarque introductive et qui sort de tous les échanges qu'on a eus ces dernières heures tous ensemble et que je voulais partager ici avec vous, qui me semble particulièrement forte et qui, à mes yeux, nourrit un certain espoir si on se mobilise. C'est qu'on voit bien que le climat, la nature et l'humanité sont inséparables. Et je pense que nous le mesurons beaucoup mieux, malheureusement, depuis que nous avons vécu cette pandémie de Covid-19. Parce que nous avons refait l'expérience de notre ancrage dans le vivant. Ces mutations, ces transformations, les bouleversements qu'entraîne la mondialisation dans la porosité entre les écosystèmes, les conséquences qu'ont la destruction de certains écosystèmes. Alors, plusieurs initiatives ont été prises. Quand on a pris l'initiative One Health, c'est véritablement pour mettre au cœur et resynchroniser ces agendas. Mais on voit bien que tout est lié. Et vous l'avez d'ailleurs rappelé les uns et les autres. Alors, il y a un versant inquiétant de ce lien. C'est en quelque sorte que la situation de la planète étant connue, on sait qu'on ne peut pas vivre bien et en bonne santé dans une planète malade, et il n'y a pas de vaccin face à une planète malade. Mauvaise nouvelle. Mais à côté de ça, s'il y a une mobilisation collective, et si nous arrivons à recréer une dynamique vertueuse, un cycle vertueux, les effets accélérateurs sont là. À chaque fois qu'on recrée de la biodiversité, on apporte une solution au dérèglement climatique. La mangrove aide à régler les problèmes justement de recul du trait côtier. Les Posidonies dont nous avons parlé ce matin sont des puits de carbone. Et donc le combat pour la biodiversité, il est aussi un élément qui permet de répondre aux conséquences du dérèglement climatique et d'avancer là aussi plus rapidement. Ces combats sont des combats indispensables pour non seulement la bonne santé de la planète, mais pour la survie des peuples autochtones. Et donc se battre pour la biodiversité contre le dérèglement climatique, c'est se battre pour ces peuples qui, pendant des siècles, parfois des millénaires, ont préservé ces espaces que la mondialisation a bousculés. Et donc il y a, on le voit bien, un cercle vertueux qui existe. Et ceci pour une raison simple, c'est que nous avons jusqu'alors sous-estimé aussi l'impact économique de la nature. Les services rendus par la nature, c'est 1,5 fois le PIB mondial. Et les activités économiques qui dépendent directement de la nature, c'est à peu près la moitié de notre PIB. Voilà, retour au pays pour parler autre chose à présent. Vous le savez, la République démocratique du Congo est un pays doté d'immenses ressources naturelles, parmi lesquelles les minerais. Mais comment ces ressources naturelles sont gérées? Est-ce qu'elles profitent à la population congolaise, conformément d'ailleurs à la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 58 qui stipule que tout Congolais a le droit de jouir des ressources naturelles de son pays et l'État a le droit et le devoir d'en assurer une nette redistribution. Ironie du sort, ce sont au contraire les étrangers qui tirent le maximum des profits de nos ressources naturelles et qui privent même les Congolais d'accéder dans les sites d'exploitation minière. Le fait
a suscité beaucoup d'émoi et a fait couler beaucoup d'encre de salive il y a quelques jours, voyant des personnalités congolaises qui se sont vues refuser l'accès dans des sites miniers au Nord Kivu et même au Sud Kivu. L'agence Galaxy Media avait réfléchi sur le sujet dans ce document que je vous propose de suivre. La République démocratique du Congo, notre nation, est-elle devenue une république bananière, un non-État, une jungle où les prédateurs de tout poil, venus de tous les horizons, se comportent comme dans un véritable Far West? En tout cas, ce qui se passe dans l'est de notre pays mérite un traitement de cheval pour sauver la patrie en danger. Ça mérite une réplique musclée, un sursaut d'orgueil patriotique, tant au niveau des administrants que des administrés que nous sommes. Sinon, toute notre fierté d'être citoyen congolais n'existera plus. Aujourd'hui, notre pays est devenu la rusée de toute l'humanité. D'aucuns se posent des questions du genre « Est-ce que ce pays est-il dirigé par un gouvernement ?» La réponse est oui. Est-il habité par des citoyens patriotes et intelligents? La réponse est encore oui. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce pays, le plus riche de la planète? À cette dernière question, il faut trouver la vraie réponse. Et pourtant, nos lois sont claires. L'exploitation artisanale des substances minérales dites précieuses est exclusivement réservée aux seuls Congolais. La Constitution, en ses articles 9, 56, 57 et 58, est claire quant au droit qu'a chaque citoyen congolais de jouir des richesses de son pays. Le Code minier ainsi que le règlement minier de 2018 les confirment sans embâche. Mais qu'est-ce que nous ne vivons pas comme désordre organisé à l'est du pays? Peut-on parler de malédiction des minerais qui nous attirent des guerres interminables? J'ai pensé faire la ronde, commencer par l'est du pays. Vous savez, le minerai du Congo pose problème aujourd'hui parce que, vous savez bien, si nous avons la guerre à l'est, c'est à cause de nos minerais. Et moi, en tant que ministre des Mines, j'avais décidé de palper du doigt les réalités du terrain pour que je puisse ramasser tout ce qui ne semble pas marcher dans la réglementation de mon secteur, à pouvoir chercher des voies et moyens comment recadrer les choses pour l'intérêt de la nation congolaise ainsi que du peuple congolais. L'humiliation est à la fois grande et totale lorsque les étrangers fraudeurs dictent leurs lois devant la presse. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation. Lorsqu'une délégation officielle mixte s'est fait humilier sous les caméras de la presse internationale, on se demande, on est où là? On arrive sur place. On nous dit, les Chinois ne veulent pas que vous arriviez là. Les Chinois ne veulent pas que vous arriviez là. Avec l'autorisation de qui vous allez arriver voir l'exploitation des Chinois qui n'est pas artisanale, qui est au minimum semi-industriel, si pas industriel. Nous avons dû donc demander aux pilotes de survoler les sites. Nous avons filmé. Et je passe en passant ici en disant que nous sommes accompagnés d'une équipe de journalistes de France 24 et d'RFI avec un journaliste que vous connaissez tous, Alain Foucault, qui avant notre départ, le mercredi, a été reçu par son Excellence le Président de la République pour lui dire ce qu'il venait faire ici. Montrer pourquoi les Congolais ne bénéficient pas de leur richesse minière. Ils sont protégés. Par qui et comment, Madame la Ministre, vous avez, vous, Ministre national, l'obligation de rentrer avec la réponse. Nous sommes allés hier soir voir le gouverneur de la province et nous lui avons dit notre étonnement, pour ne pas dire notre honte de ce qui est arrivé hier, que des civils chinois
devait empêcher des Congolais, accompagnés du ministre provincial des Mines, d'accéder au site minier. Ça doit cesser. Ça doit absolument cesser. Ce pays nous appartient et on apprend qu'ils n'ont aucun titre, aucune autorisation d'exploiter. Comment est-ce possible? Lorsque les petits porteurs atterrissent et décollent, des routes en terre battue ou des pistes non contrôlées où il n'y a aucune présence de l'État. Lorsque les dragues robots sont installés par dizaines sur des rivières comme ici, au confluent des rivières Lugulu et Ulindi, dans les territoires de Kailo, en chefferie de Bikunja-Kunja, et que les militaires et policiers congolais, payés par les trésors publics, protègent armes au poing les fraudeurs expatriés, il y a de quoi retourner Lumumba et Mobutu de leur tombe. Lorsque les Chinois et les Ougandais débarquent sans titre ni qualité à l'intérieur du territoire national, comme ici, à Mambasa en Ituri, et commencent directement à exploiter les minerais tout en détruisant l'environnement, il y a de quoi piquer une crise de nerfs. C'est un constat amer, d'autant plus que le travail vient de commencer, ça fait 5 jours. Mais regardez les dégâts sur le plan environnemental. Je vais trouver des sujets chinois avec quelques Ougandais. Il y a des éléments commis à leur sécurité. Et je suis venu en comité de sécurité avec le chef des chefferies. Nous avons constaté qu'ils n'avaient pas sur eux des cartes, aucun document sur eux, ils sont en situation irrégulière à Mombasa. Alors ils ont déjà commencé à exploiter, il y a toutes sortes de machines. Alors c'est inacceptable que des sujets étrangers puissent se balader dans notre pays sans un document sur eux. Il va sans dire que le problème est bien connu des autorités nationales. Lorsque nous avons survolé pour aller à Ouacha, nous avons vu des tentes. Mais en dehors des Chinois, il y a beaucoup d'autres nationalités qui sont dans nos forêts en train d'exploiter illicitement, illégalement. C'est un travail qui normalement doit être fait par nous Congolais, à travers nos institutions et à travers vous qui êtes représentants de la FEC, donc vous êtes membre de la société civile. Vous avez aussi ce devoir-là, comme vous venez déjà de le dénoncer, de pouvoir nous accompagner dans cette lutte, parce que le Congo, Congolais, nous ne défendons pas aux étrangers à pouvoir venir exploiter, investir dans notre pays, mais tout doit se faire dans le respect des normes établies en République démocratique du Congo. Parce que je me pose des fois la question de savoir comment quelqu'un qui ne vit pas au Congo, qui entre au Congo clandestinement, et se retrouve en pleine forêt équatoriale en RDC, en train d'exploiter, et il fait la loi. Moi, je suis ministre des Mines, je ne vois pas leur dossier. J'apprends, j'ai pratiquement la même difficulté. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais aller vers nos provinces, vers où il y a ces problèmes. Même son des cloches, dans le secteur de l'environnement, où les fameux moratoires sur l'exploitation des forêts qui vient d'être élevés étaient foulés systématiquement aux pieds par ceux-là même qui avaient juré devant Dieu et l'État congolais qu'ils venaient en RDC pour protéger la biodiversité. Nous avons décidé de la révisitation de toutes les concessions forestières octroyées par la République démocratique du Congo. Pourquoi révisiter? Ce n'est pas un rétropédalage pour dire non, les Congolais, ils signent un accord aujourd'hui et puis demain, ils ne veulent plus. Non, nous devons révisiter. Pourquoi? Commençons par les concessions de conservation. Il y a d'autres partenaires qui ont pris des concessions de conservation à qui on leur a donné pour conserver la biodiversité. Mais après, ils ont commencé à procéder à des activités en dehors du contrat, notamment l'exploitation minière. Je peux donner l'exemple de la réserve des fonds d'Okapi, n'est-ce pas? Et on a même écarté les riverains tout autour pour élargir les espaces de ces aires protégées. Malheureusement, il y a certains investisseurs qui sont là, sans documents, qui sont en train d'exploiter les minéraux. Et d'autres encore, dans ces concessions de conservation, en ont eu les documents pour commencer à capter les crédits carbone, alors que ça ne se trouvait pas dans les contrats. Même les sociétés minières agréées s'imposent en conquérant dans un pays qui se dit souverain. Nous en avons pour preuve qui dépasse tout entendement ce que fait par exemple la société Alpha Mine qui exploite la cassitérite dans la mine souterraine de Bissiyé à Walikale,
dans le Nord Kivu. Malgré l'autorisation donnée par la présidence de la République, tenez-vous bien, la société américaine Alpha Mine, propriétaire de Bézi, à Walikale, producteur d'étain et de cassitérite, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. En plus, c'est lui qui possède l'aérodrome, le seul dans le coin. C'est dire la puissance de la firme. Il est sur son territoire et pour atterrir sur place, même l'autorisation de la présidence de la République ne suffit pas. Allez donc déterminer les quantités d'or et de coltan qu'il y produit. Allez donc savoir ce qu'il fait dans sa propriété, puisque l'autorité n'y a pas accès. Une discrétion qui accrédite la thèse selon laquelle il y extrait le minerai rare, très rare de nobium, celui nécessaire à la stabilisation des fusées. Les exemples pareils sont légion sur l'ensemble du territoire national. Les Congolais sont même torturés par des policiers militaires congolais sur ordre des étrangers. C'est les Chinois qui font la loi parce qu'il a trouvé notre pays qui est foutu. Ils nous volent sur le prix et en plus, si tu veux discuter, les soldats te tapent. Il n'y a rien à faire. Chose qui ne peut même pas être vue dans un rêve en Chine, en Inde, en Europe ou aux États-Unis d'Amérique. L'exploitation minière et forestière se font à ciel ouvert et pour la plupart des cas en violation flagrante des lois du pays sous la barbe du gouvernement central qui promet de sévir. Le point 3 de la communication du Premier ministre a porté sur l'exploitation illicite de mines dans les Sud Kivu. Le Premier ministre a appelé le gouvernement à sévir à la suite de la diffusion d'un magazine qui révèle des cas de l'exploitation illicite de mines dans la province de l'Est de la République démocratique du Congo. Les auteurs de cette situation, qui est aussi facilitée par la présence de groupes armés, doivent être sévèrement sanctionnés. À cet effet, le Premier ministre a invité les ministres en charge de l'Intérieur, de la Justice et des Mines à prendre des dispositions nécessaires pour suivre de près cette situation. Les Congolais ne savent plus à quel sens se vouer. Même notre prix Nobel de la paix est abasourdi. Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche de nous ici, quand vous allez dans Kaouzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui. Mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc, c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur le territoire congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas, mais cet or est vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne paient pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. Alain, je crois que nous sommes dans une situation très difficile quand on voit comment l'exemple du Congo, aujourd'hui c'est l'absence, je dirais que même on a une absence de l'État. Parce que si un Chinois il vient de la Chine, il vous impose, il vous fait sortir de chez vous, il est en train d'exploiter l'or congolais, il vient, il le vend au marché, il met ses dollars en poche, et puis il part, il ne paye pas de taxes, d'ailleurs il s'en fout. Je peux vous dire qu'à Chavunda, ils ont même tué. Si la société civile est arrivée jusqu'ici, c'est puisque, en fait, les récalcitrants, ils étaient tout simplement tués dans votre propre pays. Le président de la République doit taper du poing sur la table pour sonner la fin de cette récréation anarchique qui n'a que trop duré. Nos deux chambres du Parlement doivent se réveiller de leur torpeur pour interpeller le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement pour redorer les blasons ternis de la République. Nos dirigeants doivent comprendre que c'est dans la négligence des petits devoirs que se fait l'apprentissage des grandes fautes qui peuvent détruire la nation au lieu de la construire. Le peuple congolais doit se tenir debout, crier très fort et défendre à tout prix, même jusqu'au sacrifice suprême, les patrimoines nationaux que nous ont légués nos ancêtres. Quant à la presse, nous avons toujours dénoncé ces abus flagrants, nous avons plusieurs fois proposé des solutions à cette humiliation nationale, mais personne, alors personne, ne voulait croire en ce que nous disions. Jérôme Sekana Pene-Papa, journaliste économique et coordonnateur national du réseau des journalistes économiques et d'investigation réunis au sein des Toiles d'Araignée, avait tiré la sonnette d'alarme en proposant des solutions idoines pour mettre fin à l'insécurité qui écume l'est du pays. Il s'agit entre autres, parmi ces solutions,
de la suspension de l'exploitation artisanale des minerais pendant 3 ans renouvelables, la création du rideau de fer et l'obligation à toutes les sociétés minières d'exporter leurs cargaisons via Matadi dans le Congo central. Aujourd'hui, tout le monde en parle parce qu'un journaliste de RFI et France 24, Alain Foka pour ne pas les citer, vient de les répéter. Nous félicitons ce confrère pour le travail abattu et remercions son équipe technique pour ces images à couper le souffle. Qu'à cela ne tienne, faisons confiance en nos médias. Consommons d'abord congolais, s'il vous plaît. Voilà, c'était là donc la gestion de nos ressources naturelles, en tout cas, qui doit profiter aux Congolais pour qu'il y ait réduction de la pauvreté et il doit y avoir la redistribution des richesses. Énergie, la dynamique nationale sur la politique énergie, Pôle en sigle, a été lancée mardi 8 septembre 2021 à Lubumbashi. Nous sommes là au Katanga. Cette structure milite pour la mise en place par la République démocratique du Congo d'une politique énergétique privilégiant les objectifs suivants. D'abord, garantir un accès à une énergie durable, abordable et fiable pour tous d'ici 2030. Impulser le développement social et économique du pays à partir de la base par le biais des usages productifs. Protéger l'environnement, par exemple l'eau, l'air, les forêts et autres. Protéger également les droits humains, y compris le consentement libre, informé et préalable à tout projet énergétique. Promouvoir l'autonomisation des femmes par le développement des possibilités économiques qui leur sont offertes grâce à l'énergie durable. Dans ce cadre, les organisations engagées prévoient quelques actions à la base pour recueillir les avis des communautés sur ce qu'elles pensent d'une politique énergétique idéale pour résoudre en tout cas le problème de la pauvreté énergétique, mais aussi et surtout de la précarité énergétique dont est victime le Congolais. Bouclons cette émission par souhaiter un joyeux anniversaire à M. Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et directeur général de l'agence Galaxy Media, ainsi qu'à Mme Safi Balebanga, secrétaire générale à l'agence Galaxy Media, qui fête leurs anniversaires ce jeudi 16 septembre 2021. Nous leur souhaitons donc joyeux anniversaire. Madame, Messieurs, c'est par cette page rose que nous bouclons cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons gré vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre environnement. Merci à Céline Boumba, merci à Muriel Makiese, merci à Jocelyn Babalumba, à Guilherme Zembele Gonzac et merci également à vous tous qui nous avez suivis depuis vos postes récepteurs télé. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.